Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Avec à la une, la manifestation contre la réforme des retraites du 7 mars a battu un record de mobilisation. Parmi les manifestants présents, certains sont en situation de handicap. C'est le cas de Chantal Baudet, gilet jaune de la première heure, qui alerte sur la précarité des personnes à mobilité réduite et sur sa capacité à aller dans les cortèges. Témoignage recueilli à Nice par Mathieu Ozanne, Brieux-le-Turmy-Pérochot et Noah Bergot. Oui, on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, oui, on est là. C'est l'une des manifestantes les plus virulentes. Nous avons rencontré Chantal à son domicile quelques heures avant la manifestation. Cette sextagénaire atteinte de la sclérose en plaques est en fauteuil roulant depuis quelques années, ce qui ne l'empêche pas d'être une membre active des Gilets jaunes niçois. Elle a rejoint le mouvement à ses débuts en novembre 2018 et ne l'a pas quitté depuis. Chantal se bat pour l'accessibilité des personnes handicapées qu'elle juge insuffisantes en France. Je manifeste parce que disons que la vie, comme je vous dis, les appartements pour handicapés, on n'en trouve pas. Ils n'ont pas des appartements vraiment bien à 100%. Mais moi je vous dis, je me battrai parce que on a une vie qui est trop chère. Là, on ne peut plus continuer. Moi, j'ai pas honte de vous le dire, je suis en surendettement. Que 750 € par mois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Chantal n'hésite pas à aller en première ligne dans les manifestations et s'exposer aux dangers, que ce soit les mouvements de foule ou encore les violences policières. Une fois, on nous a gazés à la gare du Thiers, on m'a gazé. C'est pas grave, j'ai continué, on est venu m'essuyer les yeux, les laborantins qui étaient là, ils m'ont survenu, et ils m'ont dit, bon, bah Chantal, dans le futur recul, non, je ne recruterai pas. C'est l'heure du départ pour la manifestation. Chantal se ferait un chemin pour rejoindre ses amis gilets jaunes. Je le fais en sécurité quand même. Ils ne sont maintenant plus qu'une quarantaine, mais ce sont les mêmes têtes qui reviennent depuis 2018. Une grande famille qui accueille toujours Chantal à bras ouverts. Ça va. Oui, Chantal, c'était une patate. Je l'ai transportée avec mon minibus pour la mairie. Je l'ai amenée à droite à gauche. Puis après, j'ai pris la retraite, j'ai perdu de vue et je l'ai rencontrée dans la rue. Lors d'une manifestation des Gilets jaunes il y a 4 ans. Elle m'a reconnu, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit ben, je suis gilet jaune. Et elle a dit ben, moi je te rejoins. J'ai mis un gilet jaune, le fauteuil, elle est venue avec nous. Et c'est pour vous dire, c'est de l'attente. On a fait un interview chez vous comme ça. La mascotte des Gilets jaunes est un modèle pour beaucoup. Son courage et sa détermination illuminent le cortège des manifestants. Son handicap est devenu une force qui lui permet d'avancer et de porter un message d'espoir pour toutes les personnes dans sa situation. À Nice toujours, la démolition de l'Acropolis, le Palais des Congrès, a débuté. Un chantier qui peut impacter l'activité des commerçants aux alentours. Alors que certains se projettent déjà dans le futur, d'autres partagent leurs interrogations au sujet du réaménagement de cette partie de la ville. Rémi Capra, Laura Hu et Océane Boisselot étaient sur place. Il faudra attendre au moins 18 mois pour voir l'Acropolis à l'état de poussière. Les travaux de démolition ont commencé depuis jeudi dernier. Le projet de la mairie est d'aménager un espace vert à sa place pour étendre la coulée verte. Les commerçants situés aux abords de l'édifice devront faire face aux nuisances créées par le chantier. Jean-Pierre Lelouch, président de l'association des commerçants du Vieux-Nice, ne voit que les bienfaits que pourra apporter le nouvel espace sur le commerce. Quand on fait des travaux, il y a toujours un impact quelque part, à un moment ou à un autre. Voilà, on a des désagréments, mais à la fin, au final, ça va être vraiment une plus-value. Vous avez des établissements qui travaillent moins aujourd'hui, qui s'installent dans des rues à l'abri de l'argent. Là, aujourd'hui, on leur donne la possibilité d'enlever ce béton pour pouvoir avoir un espace plus important, d'accueillir plus de monde dans cet espace vert. C'est gagnant-gagnant. Les commerçants du Vieux-Nice sont toutefois moins concernés car plus éloignés du chantier. Ceux situés dans les rues adjacentes à l'Acropolis sont plus susceptibles d'être gênés par les nuisances générées par les travaux. J'avais fait un moment de travaux il n'y a pas longtemps ici, ça nous a pas gêné. Bon, ça nous a fait peur à cause de la poussière, on a dit de faire attention. On ne peut pas faire grand chose. On est dans la rue, il y a du vent, il y a de la poussière de partout. Je me dis peut-être avoir un parc, ça va peut-être ramener beaucoup plus de monde. De l'autre côté de la rue, pour ce restaurateur, les travaux ne peuvent qu'améliorer une attractivité déjà faible pour les commerces proches du Palais des Congrès. Déjà on est impacté, avec ou sans ça on est impacté. Après je sais pas s'il va y avoir du passage l'été, les enfants avec les jardins, tout ça, peut-être que les gens consommeront. Mais je peux pas me projeter vers l'avenir. La démolition de l'Acropolis ne semble donc pas être une crainte pour ces commerçants. Afin d'aider ceux en difficulté à faire face aux nuisances occasionnées par les travaux, la mairie a annoncé des indemnités pour compenser les pertes éventuelles sur leur chiffre d'affaires.
C'est un fléau qui touche les commerçants. Le vol à l'étalage, avec l'inflation et les prix qui explosent, la tendance a augmenté de 14% en 2022. Alors comment les enseignes tentent d'y faire face? Illustration dans une supérette du centre de Cannes avec Victor Combala et Roxane Volclair. Il y a des images qui parlent plus qu'un simple commentaire. Devant notre caméra, le directeur adjoint de cette supérette fait face à un vol à l'étalage. Des tentatives comme celle-là, il en observe de plus en plus. Parmi les produits les plus volés, l'alimentaire de base et les produits d'hygiène. En clair, que des achats de première nécessité. Et selon Jules, les profils des voleurs ont aussi changé. Il y a, entre guillemets, moi ce que j'appelle des nouveaux voleurs, c'est-à-dire des gens qu'on n'aurait pas du tout pensé qu'ils puissent voler. C'est-à-dire des personnes âgées ou des personnes à la quarantaine. En 2022, les dépôts de plaintes pour vol ont augmenté de 17% selon l'INSEE, alors que ce même chiffre était en baisse constante entre 2016 et 2019. Alors comment réagir face à cette situation? La supérette a mis en veille ses caisses automatiques qui pouvaient inciter au vol, mais cela ne suffit pas. Nous, on a eu des formations en interne au niveau pour tous les employés pour être plus vigilants par rapport à ça. Mais malheureusement, d'un autre côté, on nous baisse le budget pour les agents de sécurité, donc c'est-à-dire que les 3 quarts de la journée, on n'a pas d'agent de sécurité. Quoi, les supermarchés se défendent, mais dans la rue, les passants se montrent compréhensifs face aux nouveaux voleurs, victimes de l'inflation. Si mes enfants manquaient de manger, je pense que je serais capable de le faire. Ne serait-ce que pour leur donner à manger, quoi. Plus les prix vont augmenter, si le pouvoir d'achat des gens n'augmente pas, forcément il y a des gens qui auront cette contrainte qui n'est pas à faire évidemment, mais qui se retrouvent forcés à le faire parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Je ne crois pas que les gens volent les alimentations pour plaisir. C'est plutôt grave, alors j'ai plutôt compréhension pour ces gens-là. Le gouvernement a annoncé lundi 6 mars la mise en place d'un nouveau dispositif anti-inflation en accord avec les distributeurs pour tenter d'endiguer ce phénomène. Aujourd'hui, près de 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Pour tenter de remédier au manque de professionnels de santé, un bus solidaire s'est lancé dans un tour de France. Première étape à Cannes, où les bénévoles ont dépisté les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Kylian Chaput, Bastien Dufour et Baptiste Boson étaient sur place. Patricia a 70 ans. Pour la première fois, elle vient se faire dépister contre les maladies cardiovasculaires avec appréhension. J'ai un petit peu de problème de cœur, mais bon, je ne sais pas si j'ai quelque chose, je ne veux pas dire que j'ai quelque chose. J'ai un traitement qui dit que ça peut me donner des pulsations. Donc je dis, tiens, c'est l'occasion jamais de vérifier. Après 2 entretiens avec un médecin et une infirmière, tous bénévoles, Patricia rejoint le bus pour une batterie d'examens. On va leur prendre la tension, on leur fait le test du diabète, le test du bilan lipidique. Et on peut aussi, du coup, c'est nouveau cette année, faire un électrocardiogramme de dépistage pour voir tout ce qui est troubles du rythme, troubles de la conduction. Test du cholestérol, échographie, électrocardiogramme, Patricia suit le parcours qui permettra de collecter plus de 150 informations sur son état de santé. Le collectif Agir pour le cœur des femmes se lance dans un Tour de France solidaire. Oui. Patricia ressort du bus avec une mauvaise nouvelle. Il y a un petit problème au cœur. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas, il faut prendre rendez-vous avec un cardiologue. Il y a quelque chose? Oui, quelque chose d'anormal. Oui, en fait. Vous voyez, j'ai bien fait de faire l'examen. Comme pour elle, 90% des femmes auscultées présentent des risques cardiovasculaires. C'est un phénomène étrange qui se produit dans plusieurs salles de cinéma en France. Depuis la sortie mercredi dernier du film Creed 3, plusieurs bagarres ont éclaté pendant ou après les projections. Alors pourquoi les salles sont-elles devenues un lieu de règlement de compte? Élément de réponse avec Marc Ottiolier et Victor Létispillon. Ce cinéma du Pâté Quai d'Ivry s'est transformé en ring de boxe, le temps d'un instant. Depuis la sortie du 3e volet de la saga Creed, un boxeur, des incidents éclatent dans les salles obscures et les vidéos des bagarres deviennent virales. Mathéo, 15 ans, a filmé des échauffourées dans un cinéma de Saint-Raphaël. Quand le film a commencé, il y en a un, il a dit bon, maintenant vous la fermez. Il y a des gens qui ont continué à insulter parce que les jeunes, des jeunes faisaient du bruit. Tellement il y avait d'insultes et tout, il y a la sécurité qui a intervenu. Et à ce moment-là, il y a eu encore plus d'embrouille et après il y a la police qui est intervenue. La séance a repris après l'évacuation des perturbateurs. Le directeur adjoint a pris des mesures.
Nous, on a dû mettre la séance en pause, histoire de faire intervenir la sécurité, de sortir des gens. On a fait venir la police également. On a prévu plus de sécurité encore. Pour l'instant, on garde le film. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en venir là. Des dérapages ont lieu dans toute la France. À Saint-Étienne, samedi 4 mars, les forces de l'ordre interviennent. À Thionville, en Moselle, 500 personnes sont évacuées. Nous avons demandé à Estelle Bequet, psychologue, de nous expliquer pourquoi ce film d'action américain provoque des comportements abusifs chez certaines personnes. Une histoire identitaire de je montre que je suis le plus fort en me battant, et donc je crois qu'il doit y avoir un effet miroir sur le public. Maintenant ça se joue, je pense, dans des échanges sur les réseaux sociaux. Pierre Leblond est coach dans un centre d'entraînement de boxe anglaise à Cannes. Les bagarres qui ont éclaté dans les cinémas vont à l'encontre des valeurs du sport. C'est malheureux, c'est un constat qu'on fait, ça rend peut-être agressif de voir quelqu'un qui boxe à la télé, et voilà. Mais c'est vrai que quelqu'un qui fait de la boxe globalement, vous allez vous apercevoir, et c'est la boxe, c'est valable aussi pour les autres sports de combat, ça fait plutôt des gens assez calmes dans la rue, qui évitent au contraire le conflit, et qui vont pas aller s'embrouiller dans une salle de spectacle pour un film. Les incidents dans les salles de cinéma ne sont pas nouveaux, certains s'étaient produits en juillet 2022 pour le film One Piece Red, mais jamais de l'ampleur de Creed 3. Et Marco Thiollier, vous nous avez rejoint en plateau après les incidents que l'on a vus dans le reportage. Certains gérants de cinéma ont décidé de prendre des mesures. Et oui, parce qu'après ces multiples bagarres et séances interrompues, certains cinémas ont décidé de déprogrammer le film. Donc Creed 3 n'est plus dans certaines salles. C'est le cas dans quelques villes comme à Cluse, Thionville et même un cinéma dans le Var. C'est quand même triste d'en arriver là, sachant que plus d'1 million de téléspectateurs s'étaient rendus voir Creed 3 depuis donc une semaine d'exploitation, et que c'est le meilleur démarrage de l'histoire aux États-Unis pour un film sur le sport. Merci Marco. L'hypnotiseur Jaykin Osso se produisait ce mercredi soir à la salle Mimon de Cannes. Ici, l'hypnose est utilisée comme dans le cadre d'un spectacle, mais elle peut aider à soigner certaines pathologies. Brielle Turmi, Mathieu Ozan et Noah Bergo sont allés à la rencontre de cet artiste. Très bien, concentrez-vous. Voilà, et à chaque fois que vous sentez que je vous touche, vous levez un bras, tout simplement. À la salle Mimon de Cannes, les spectateurs sont captivés. La star ce soir, c'est lui, Jaykin Osso. À 3, vous fermez les yeux. 1, 2, 3. Fermez les yeux, concentrez-vous. Hypnotiseur de renom, il cumule plus de 74 000 abonnés sur Instagram. En tournée dans toute la France, il propose un spectacle mêlant mentalisme et hypnose. Après 2 heures de spectacle, les spectateurs sont ébahis. Franchement, c'était incroyable. Alors moi au début, quand il a dit qu'on avait froid ou qu'on avait chaud, c'était incroyable. J'avais vraiment froid ou vraiment chaud. C'était mais même la lumière, pour la plage et tout, c'était vraiment, on le sentait vraiment trop réel. Pour moi, c'était une bonne expérience. Je me sentais, il y avait ma conscience qui était éveillée, mais mon corps, franchement, je le sentais archi lourd, comme si j'étais vraiment dans un état de sommeil, mais quand même réveillé. C'est bizarre à expliquer. Vous faites une image mentale. L'artiste ne manque aucune occasion de faire le show, même pendant une interview. Impressionnant. Et du coup, la seconde partie, je l'ai fait. Du coup, c'est... Excusez-moi, ça filme ou ça... Ah ouais, non, ça filme. Tiens, et non, bien sûr, l'ensemble du corps se relâche complètement relâché, complètement détendu. À partir de maintenant, dès que tu vois un appareil photo ou une caméra, tu as envie de lui faire des grimaces, et c'est complètement réel pour vous au compte de 3. Pour toi, au compte de 3, quand tu ouvres les yeux, c'est complètement réel. 1, 2, 3, ouvre les yeux en pleine forme. 1, 2, 3, quand vous ouvrez les yeux. 1, 2, 3, ouvre les yeux. On va essayer de vous lever, vous êtes collé au sol. En dehors de l'aspect récréatif, l'hypnose possède des branches plus sérieuses dans le domaine médical. Jaykin Osso est aussi praticien et soigne des patients avec l'hypnose. Il nous explique cette pratique. Alors j'ai été initié par un maître en hypnose et ensuite j'ai développé mes propres techniques au niveau de l'hypnose. C'est juste utiliser une fonction du cerveau, qui est l'état d'hypnose, un état modifié de conscience, qui est le même que l'état de méditation. En spectacle, on va le prendre pour se divertir, mais en hypnothérapie, en thérapie, on va l'utiliser pour aller mieux. Comme je l'ai dit au début, on peut enlever des phobies, arrêter de fumer, arrêter des addictions, se sentir mieux, travailler le stress, travailler l'alimentation, les comportements alimentaires. Pour l'heure, Jay continue sa tournée. Il se produira à Nice le 23 mars à la Nouvelle Comédie.
Il faut la baisser à chaque fois jusqu'en bas, pour la remonter s'il y a besoin. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité avec Bastien Dufour et Laura Hu. Merci d'avoir suivi ce journal.